Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 21 octobre, je vous propose tout d'abord de revenir sur l'élection aujourd'hui de Sanae Takaichi au poste de Premier ministre au Japon. Nous reviendrons aussi sur un sujet abordé la semaine dernière, à savoir les Sud-Coréens impliqués dans des réseaux d'escroquerie en ligne dans des centres au Cambodge, puisque 64 ressortissants sud-coréens ont été rapatriés en Corée du Sud samedi dernier. Nous irons ensuite dans le Pacifique pour évoquer l'épidémie de sida qui sévit dans l'archipel des îles Fidji, alors qu'une réunion des Nations Unies sur la lutte contre cette maladie se tient actuellement dans le pays. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique aux îles Cook, qui viennent de gagner officiellement 350 000 km² de fonds marins au niveau d'un plateau sous-marin qui pourrait bien s'avérer stratégique pour l'exploitation controversée des nodules polymétalliques. Sanae Takaichi, qui a été élue début octobre à la tête du PLD, le principal parti politique au pouvoir au Japon, est devenue aujourd'hui la première femme à diriger un gouvernement japonais. Sanae Takaichi a été élue lors d'une session extraordinaire de la Diète, le Parlement japonais, avec 237 voix sur 465 à la Chambre basse au premier tour et avec 125 voix sur 246 à la Chambre haute au deuxième tour, face à Yoshihiko Noda, chef du Parti démocrate constitutionnel, principal parti d'opposition japonais. Sanae Takaichi vient donc remplacer le Premier ministre sortant Shigeru Ishiba, qui a officiellement présenté sa démission avec l'ensemble de son cabinet ce matin, après un peu plus d'un an à la tête du gouvernement, et dont le départ fait suite à la défaite cuisante de son parti aux élections sénatoriales en juillet dernier. L'élection de Sanae Takaichi fait suite également à la signature hier d'un accord de coalition avec le chef du Nippon Ishin, parti japonais de l'innovation, un parti conservateur et néolibéral de droite centre-droite disposant de 38 sièges à la Chambre basse. Son chef, Hirofumi Yoshimura, également gouverneur d'Osaka, a affirmé hier que les deux partis partageaient la même vision nationale et le désir de renforcer le Japon, ajoutant que son parti voulait coopérer avec le Parti libéral-démocrate pour faire avancer les réformes qu'il avait soutenues jusqu'ici. Les dirigeants des deux partis ne se sont pas entendus sur tous les sujets et ont remis de nombreux sujets de discussion à plus tard, mais se sont néanmoins entendus, notamment pour que le PLD soutienne l'adoption d'une loi visant à réduire de 10% le nombre de membres de la Diète. Notons que Sanae Takaichi a dû chercher un nouvel allié après la rupture la semaine dernière avec le petit parti Komeito, son allié de 26 ans. Ce dernier, bien qu'aligné sur la politique économique du PLD, défend aussi un volet plus social et des valeurs pacifistes, en accord avec le bouddhisme, plaçant le Komeito en porte-à-faux par rapport aux positions militaristes et parfois négationnistes défendues par certaines factions du PLD. Sanae Takaichi, qui devra diriger un gouvernement de coalition sans majorité dans les deux chambres du Parlement, doit former un gouvernement dès ce soir et a déjà révélé avant son élection son intention de nommer l'ex-ministre de la Défense Minoru Kihara au poste clé de secrétaire en chef du gouvernement ou encore l'ex-secrétaire général du PLD Toshimitsu Motegi à la tête des affaires étrangères. Reste notamment à savoir si son élection en tant que première femme à la tête d'un gouvernement japonais aura ou non un effet radical sur la parité des sexes au sein du futur gouvernement, le nombre record s'établissant pour l'instant à 5 au sein d'un gouvernement. On avait évoqué la semaine dernière la situation politique en Corée du Sud, où le gouvernement est sous pression pour venir en aide à ses ressortissants victimes de trafic humain et de travail forcé dans des centres d'arnaque au Cambodge, mais aussi pour coopérer avec les autorités cambodgiennes afin de démanteler ces réseaux criminels où de nombreux Sud-Coréens travaillent, parfois de leur plein gré. On avait aussi évoqué les statistiques alarmantes, témoignant de l'augmentation rapide du nombre d'enlèvements de Sud-Coréens au Cambodge, passant, selon les chiffres du ministère des Affaires étrangères sud-coréen, de 21 en 2023 à 220 en 2024, pour atteindre les 330 au cours du premier semestre 2025. La société sud-coréenne a particulièrement été choquée par la mort d'un étudiant sud-coréen attiré au Cambodge en août dernier par une offre d'emploi mensongère.
Les cendres du jeune homme, qui a visiblement été torturé à mort, ont finalement pu être rapatriées ce matin en Corée du Sud après une autopsie menée conjointement par des experts cambodgiens et sud-coréens. 3 ressortissants chinois soupçonnés d'avoir tué l'étudiant ont été arrêtés au Cambodge, tandis que 2 autres sont encore recherchés actuellement. Samedi dernier, 64 Sud-Coréens détenus au Cambodge et soupçonnés d'avoir participé à des escroqueries en ligne sont arrivés en Corée du Sud à bord d'un vol charter spécialement affrété par le gouvernement sud-coréen. La plupart des suspects, qui étaient escortés par 190 policiers au total, ont été placés en état d'arrestation une fois à bord, puis dispatchés à leur arrivée en Corée du Sud dans différents postes de police du pays pour être interrogés. Le quotidien sud-coréen a indiqué que la plupart étaient déjà recherchés par la police sud-coréenne et que certains étaient même sous le coup de mandats d'arrêt internationaux d'Interpol. Les autorités ont précisé que sur les 64 Sud-Coréens rapatriés samedi, 59 des personnes détenues par la police cambodgienne étaient des suspects et que le reste avait été secouru après avoir déclaré être détenus contre leur gré. 5 ont depuis été libérés. Les autorités sud-coréennes ont précisé que la plupart des suspects étaient impliqués dans des actes frauduleux tels que des escroqueries sentimentales, des fraudes aux investissements ou encore du hameçonnage par téléphone, pratique visant à obtenir des données personnelles telles que les données bancaires. Notons également que les autorités sud-coréennes ont étendu leur enquête sur les responsables d'arnaques et sur les branches cambodgiennes de banques sud-coréennes liées au conglomérat cambodgien Prince Group, accusé aux États-Unis d'être une organisation criminelle transnationale et dont le fondateur, un Cambodgien d'origine chinoise, vient d'être sanctionné par le Trésor américain. Pour rappel, l'ONG Amnesty International estime qu'il existe au moins 53 de ces centres d'arnaque au Cambodge et continue de souligner la complaisance, voire la complicité des autorités cambodgiennes qui peinent à mettre un terme à ces activités criminelles qui ont explosé dans le pays après la pandémie de Covid-19. Plusieurs pays de l'ouest du Pacifique, notamment les îles Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, font actuellement face à une résurgence du nombre de nouvelles contaminations au VIH. Les autorités sanitaires des îles Fidji ont déclaré en janvier dernier une nouvelle épidémie de VIH et de sida dans le pays. L'assistant ministre de la Santé et des Services médicaux Penyoni Ranunawa parlant même de crise nationale face aux chiffres qui semblent ne pas faiblir. De moins de 500 personnes vivant avec le VIH en 2014, le pays est en effet passé à environ 5 900 en 2024. Des chiffres alarmants, d'autant plus que seulement un tiers des personnes vivant avec le VIH ou le sida sont sous traitement et que 1683 nouveaux cas ont été recensés en 2024, un chiffre record dans l'histoire de l'archipel qui est 13 fois plus élevé que le nombre de nouveaux cas habituellement recensés en 5 ans dans le pays. Les autorités sanitaires estiment que le nombre de nouvelles contaminations pourrait même atteindre les 3000 cette année et pointent du doigt les relations sexuelles non protégées, la consommation de drogue et le partage des aiguilles, ainsi que les infections de mère à fœtus pendant la grossesse ou encore pendant l'accouchement. Les autorités ont aussi alerté sur la pratique du hotspotting ou bluetoothing, qui implique le partage d'aiguilles et du sang entre personnes consommant une drogue en intraveineuse. Le pays qui connaît le plus fort taux de croissance de la maladie dans la région Asie-Pacifique après la Papouasie-Nouvelle-Guinée manque de tests de dépistage et de médicaments, ce qui fait que de nombreuses personnes ne sont pas diagnostiquées, accroissant le risque de contamination à d'autres personnes. Radio New Zealand indique que cette situation impacte aussi les efforts de contrôle de la tuberculose et que plus de 58 000 nouveaux cas de tuberculose recensés en 2024 seraient liés à une infection au VIH. Notons que l'archipel des îles Fidji accueille cette semaine, du 20 au 24 octobre, la 26e session du comité régional de l'OMS pour le Pacifique Ouest, avec un événement intitulé « Répondre au VIH et à la consommation de substances dans la région du Pacifique Ouest ». Les Nations Unies ont approuvé une demande des îles Cook concernant le plateau de Manihiki, faisant gagner à l'archipel du Pacifique 350 000 km² de fonds marins. Le quotidien local Cook Islands News précise que l'archipel avait soumis une demande en 2009, demande qui a été étudiée par la Commission sur les limites du plateau continental pour être finalement approuvée récemment. La zone économique exclusive de l'archipel reste la même et les 350 km² concernent seulement la souveraineté et donc l'accès aux fonds marins et aux ressources souterraines. Mais cette décision pourrait s'avérer stratégique pour l'exploitation des nodules polymétalliques, une question controversée pour ses potentielles conséquences environnementales. Or, les îles Cook font partie des pays insulaires du Pacifique qui sont favorables à cette exploitation.
Il faut savoir que l'exploration des fonds marins sous contrôle juridique des îles Cook a ainsi débuté en 2022 dans le but d'estimer les ressources en nodules polymétalliques notamment. Ces nodules contiennent du nickel, du cuivre, du cobalt ou encore de la manganèse, des métaux utilisés par exemple dans la fabrication de batteries de véhicules électriques. Et donc ils sont à ce titre présentés par ces entreprises d'exploration minière comme essentiels à la transition énergétique vers l'électrique. Le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration des îles Cook a salué la décision onusienne, parlant de moments fiers et historiques, en précisant que ce plateau de Manihiki, une formation géologique sous-marine en forme de grand bouclier, s'étendait dans les eaux internationales au nord de la zone économique exclusive des îles Cook et représentait une importance écologique, géologique et stratégique pour l'archipel. Enfin, le ministère a indiqué que grâce à cette décision, le pays allait enfin pouvoir délimiter formellement et avec effet contraignant selon le droit international les limites extérieures de son plateau continental dans la zone. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.